Troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie de Chris Brochek, Brice Nzamba et notre éditorialiste Alfred Sango. Tunisair va lancer 5 nouvelles lignes aériennes. Les destinations sont les principales villes des pays que sont la Guinée, le Bénin, le Cameroun, le Tchad et le Gabon. 2 premières lignes seront ouvertes dès le 27 mars prochain vers les villes de Conakry et Cotonou. Les précisions de Siamlo, Victoria Sechi. 5 nouvelles destinations pour les passagers de Tunis Air d'ici 2019. Après s'être enrichi de 8 avions dans le cadre du plan de renouvellement de sa flotte lancé en 2008, Tunis Air, la compagnie aérienne tunisienne, va lancer de nouvelles lignes. Les destinations en vue sont Conakry, Cotonou, Douala, N'Djamena et Libreville. Mais à partir du 27 mars 2017, la destination Conakry sera desservie à raison de 3 vols par semaine. Jusqu'à fin 2017, Tunis Air pourra atteindre 13 destinations africaines à raison de 62 liaisons hebdomadaires. La Tunisie a compris le retard qu'elle a accumulé. Elle a vu les réussites d'un certain nombre de pays voisins qui ont investi dans les relations, mais aussi dans le maillage bancaire. L'ambition nourrie par la compagnie est de se relancer sur l'espace aérien africain. Tunis Air avait annoncé en 2014 vouloir mettre le cap sur 20 destinations du continent. Ces liaisons ouvriront pour elle plus de 224 possibilités de connexion à son réseau. L'action de Tunis Air est une action qui est absolument salutaire parce qu'il commençait à devenir difficile de circuler dans certaines capitales africaines directement de Tunis. Il fallait aller faire une escale ailleurs. Les revenus du groupe en 2015 avaient chuté de 21%, s'estimant à 995,38 millions de dinars contre 1,26 milliard en 2014. Avec un intérêt net positif de 47,9 millions de dinars à la fin 2014, la valeur unitaire de son titre avait gagné 1% sur la bourse des valeurs mobilières de Tunis. Alfred, est-ce que Tunisair peut finalement espérer un second souffle en proposant ces nouvelles destinations ? Oui, je crois que là, Tunisair est en train de sortir d'un trou d'air quand même qui était très important depuis 2015. Maintenant, commence à faire de bénéfices et puis à retrouver des passagers. Et Tunisair a fini par comprendre effectivement que le regard, l'ouverture vers l'Afrique subsaharienne, c'est quelque chose de très important si elle veut retrouver ses marges de manœuvre d'il y a 2-3 ans. Puisque ce sont des destinations rentables, exactement, et que exploitent d'autres compagnies comme Royal Air Maroc ou Kenya Airways, Ethiopian Airways, etc. Airlines qui sont des compagnies qui ont compris depuis longtemps effectivement qu'il faut faciliter aussi ce transport, cette mobilité au niveau du ciel africain, ne pas le laisser simplement aux compagnies étrangères. Donc c'est un bon pas pour Tunisair et pour la Tunisie d'avoir un autre regard vis-à-vis de l'Afrique subsaharienne. Et je crois que là, ce n'est qu'un premier pas. On espère que ça va marcher. Madame Brochek, vous pensez vous aussi que ce sont des destinations stratégiques pour une compagnie africaine ? Oui, ce sont des destinations stratégiques et je regrette un peu que justement Brazzaville ne compte pas au nombre de ces villes. Ça va venir. Parce que nous sommes un peu, je veux dire, de ce côté-là, on est vraiment enclavés. Et voilà, et donc une compagnie aérienne de plus. Les deux Congos, oui. On est vraiment, on n'a pas vraiment beaucoup de compagnies aériennes et c'est vrai que ça nous aurait aidé. Et je ne pense pas que, on a la Royal Air Maroc qui est là. Je ne pense pas que qu'ils s'en plaignent parce que c'est vrai que quand on a des pics de séjour où les gens vont à l'étranger, je peux vous dire que c'est dur de trouver un billet et que les billets peuvent arriver jusqu'à 1 500, 2 000, 3 000 euros pour faire un Brazzaville-Paris. Monsieur Nzamba, pensez-vous aussi qu'il faudrait multiplier toutes ces destinations ? Parce que ça permet aux usagers déjà de pouvoir avoir le choix, de pouvoir comparer et de profiter de cette concurrence pour espérer faire un peu des économies pour trouver les billets les moins chers. Donc moi, je pense que tout le monde est gagnant dans cette affaire, puisque du côté de la compagnie Tunisair et que du côté aussi des usagers. Donc c'est une très bonne chose. C'est vrai que pour nos compatriotes congolais, c'est un peu dommage
qu'on soit toujours un peu tenu de beaucoup payer, alors qu'on aurait pu profiter de cette compétition, de cette concurrence. Mais bon, on espère que c'était un premier pas. Et après, ils vont aller plus loin jusqu'au Congo, aux 2 Congos. Et puis, les Congolais vont être bénéficiaires d'une autre façon. Je vais vous expliquer pourquoi. L'accord relatif au fonds bleu pour le bassin du Congo a été signé ce 9 mars 2017 à Oyo, au nord du Congo. Ce bassin est le second réservoir du carbone forestier au monde après l'Amazonie et par conséquent le deuxième poumon écologique du monde. Il représente à lui seul la moitié des eaux qui desservent le continent africain dans l'océan Atlantique. Reportage de Deba Panzou, notre correspondant en République du Congo. C'est au bord du fleuve Alima à Oyo qu'a été signé l'accord sur la création du Fonds bleu pour le bassin du Congo ce mercredi 9 mars 2017. Parmi les conclusions à retenir, un consensus s'est engagé afin que la République du Congo abrite le siège du Fonds bleu et que la BAD soit le dépositaire du mémorandum d'entente et du fonds. Il ressort aussi de ces conclusions qu'un comité ad hoc composé des ministres signataires aura la mission de conduire les démarches à la préparation des textes spécifiques portant organisation et fonctionnement du fonds. Nous sommes heureux aujourd'hui de voir que moins de 4 mois après, c'est déjà lancé. Il y a déjà une proposition de la création d'un fonds appelé Fonds bleu qui devrait accompagner toute la dynamique de projets liés à la problématique de l'eau et de la forêt, qui devrait toucher les populations tout en réglant l'équation environnementale, stopper la dégradation. Le mémorandum d'accord de création du Fonds bleu a été signé par 9 pays sur 12. L'Angola, le Burundi, le Rwanda, le Congo, la RDC, le Gabon, la République centrafricaine, le Tchad et le Maroc qui président la COP22. Cependant, chaque État membre dans l'exercice de sa souveraineté peut se retirer du fonds conformément aux dispositions des textes réglementaires. Je voudrais aussi rendre un hommage appuyé à mes homologues africains présents à la COP22 pour leur adhésion, sans réserve, à l'idée du Fonds bleu pour le bassin du Congo. Ils ont décidé d'en faire une des initiatives de la COP22 en me confiant la charge d'en conduire la mise en œuvre. Ce fonds accompagnera les pays signataires dans la lutte pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre et la préservation des écosystèmes aquatiques et forestiers de l'espace géographique et écologique concerné. Madame Brochep, quand vous voyez ce type d'initiative, la mise en place d'un fonds pour protéger le bassin du Congo, est-ce que ça suscite l'espoir chez vous ? Ah oui, bien sûr, ça suscite beaucoup d'espoir parce que moi j'ai toujours pensé que les ressources naturelles, c'est-à-dire la faune, la flore et la forêt, ont toujours été sous-exploitées, sous-estimées même. Donc je pense que ça va donner un regain d'intérêt à toutes les initiatives un peu écotouristiques qui peuvent naître dans notre pays, ainsi qu'au tourisme aussi. Alfred, quand on voit que le Fonds bleu sera alimenté à base de subventions renouvelables, chaque année 100 millions d'euros sont attendus. Qui et comment on finance tout ça ? Alors, ça a été décidé à la COP22 à Marrakech, au Maroc, d'où la présence de Salah Eddine Mezouar, le ministre des Affaires étrangères du Maroc, à l'initiative évidemment de Denis Sassou Nguesso, d'où sa présence justement à cette signature. Et les différents membres du bassin du Congo, des pays membres du bassin du Congo. L'idée était que les financements viennent pour partie des pays qui font partie de ce bassin du Congo, une autre des institutions internationales et une autre partie justement de l'Union africaine, de sorte que ce fonds puisse être alimenté régulièrement. Alors, est-ce que ça va se faire? Le fait qu'on ait signé ce protocole aujourd'hui... 9 pays sur 12, cela dit. Tout le monde n'a pas encore signé. Donc, il y a encore de la marge. Ça lance l'initiative, mais maintenant, il faut aller jusqu'au bout. Il faut aller jusqu'au bout, ne pas s'arrêter en si bon chemin, parce qu'on sait effectivement que ce bassin, c'est pas seulement le poumon, le deuxième poumon écologique du monde, etc., mais pour nous d'Afrique centrale et au-delà, c'est quelque chose d'essentiel à notre vie. Ça participe au fond à notre identité, ça participe de notre respiration, de notre vie. Effectivement, il faut protéger les rivières qui traversent ce bassin, mais ce bassin lui-même, éco-tourisme et toute une série de choses comme ça, même des formations, justement, et qu'est-ce que à la protection. concrètement les fonds vont financer ?
Mais ça, c'est aux États déjà l'assainissement des rivières, l'élargissement de certaines voies de navigation. Ensuite, voir réellement si on peut gérer touristiquement, durablement, justement, cet écosystème immense. Ça, et puis, moi j'irai plus loin en disant la formation des jeunes, justement, à la connaissance et à la maîtrise, justement, de ce bassin du Congo, ça serait quelque chose de très important. Monsieur Nzamba, en quelques mots, pouvez-vous nous dire ce que vous pensez de ce type de fonds qui est mis en place pour la protection de l'environnement en Afrique centrale? Écoutez, c'est une bonne chose, on ne peut que dire ça, hein, mais après, c'est un fonds qui est prévu, qui va être financé. Alors la question, c'est la gestion du financement de ces fonds. Alors, comment ça va être géré? Qui sait quelles vont être les responsabilités? Et aussi, il faut se dire que si on veut préserver ces bassins, ça veut dire qu'il faut déjà qu'il y ait une réglementation qui organise la gestion, notamment l'exploitation donc des forêts alentours. Est-ce qu'il existe un code qui est respecté? Est-ce qu'il y a une exploitation rationnelle, que ce soit au niveau de la forêt qui est là? Et est-ce que le bassin lui-même aussi sert aux populations? Parce qu'après, il se pose aussi des problèmes de l'eau potable. Parce que c'est bien, parce qu'on sait bien que les guerres de demain, on nous dit, ça va être des guerres relatives à l'eau. Donc c'est une très grande chance que d'avoir ces réservoirs d'eau et aussi d'écosystèmes, mais encore faut-il avoir une vision. Donc il faut voir loin, il faut se dire comment on peut gérer ça rationnellement pour ne pas laisser la part belle un peu aux gestions, aux exploitations intempestives auxquelles souvent sont soumises les forêts de ces contrées. On va à présent parler de notre chiffre du jour. 490 millions de consommateurs regroupe le COMESA. Cet ensemble régional compte 19 États membres. La Tunisie devra d'ailleurs ratifier le traité du marché commun en octobre 2017 et devenir ainsi le 20e membre de cet espace. Alfred, que dire justement de ce COMESA? Quel dynamisme il a, cet espace? Alors, sur le papier, c'est quelque chose de très important puisque ça regroupe au moins 29 pays. Et puis après, c'est en relation avec la SADC, la SADC, et puis la communauté des États d'Afrique de l'Est. Ça fait effectivement potentiellement sur le papier. Simplement, il y a beaucoup des difficultés, justement. Concrètement, sur le terrain, ça ne fonctionne pas? Non, mais c'est un peu comme toutes les institutions, les structures régionales ou sous-régionales en Afrique. C'est-à-dire, le premier obstacle, c'est la libre circulation des biens des personnes et puis des entreprises ou des services. Et là, on le voit effectivement, tant qu'il y a des barrières douanières, il n'y a pas les mêmes tarifs douanières un peu partout, eh bien, c'est un obstacle. Et tant qu'il y a les visas... Mais quand on voit que la Tunisie veut intégrer cet espace, c'est que finalement, il y a quand même des avantages. Mais oui, mais parce que potentiellement, il y a 490 millions, justement, de consommateurs. Mais simplement, les produits, est-ce que ça leur arrive? Non, parce qu'il y a toutes ces barrières douanières qui sont là et tarifaires. C'est à présent la fin de cette émission. Le dossier de ce vendredi sera consacré à Angélique Kidjo, diva engagée qui enregistre à son actif près de 35 ans de carrière. Merci à nos invités. Merci d'abord à Madame Brochet, qui est directrice de Congo Web Agency. Merci également à Brice Nzamba, qui est avocat. Je vous remercie bien. Et merci enfin à notre éditorialiste Alfred Chango. Le bonheur de vous retrouver autour de ce plateau, Diarra, et puis à mes très chères téléspectatrices aussi, émerveillement de le retrouver aussi. Et merci à vous de nous avoir suivis. Restez sur Africa 24, l'actualité se poursuit.